participants, provenant de 37 pays. On compte parmi vous des représentants des gouvernements, des partenaires du PEFA, des institutions internationales, du monde académique, des consultants, etc. Nombre d'entre vous sont des noms connus et on est ravis de vous retrouver, de vous revoir. Beaucoup de noms sont des nouveaux noms et nous sommes tout à fait ravis de vous accueillir au sein de la famille PEFA. Comme à chaque fois que nous organisons un événement en français, comme en début d'année avec le rapport global ou dans le monde antérieur à Covid, en réel à Dakar en 2019, le succès est au rendez-vous. Cela traduit la force de la demande d'un forum international francophone pour la gestion des finances publiques et le rôle que nous, modestement, PEFA, nous pouvons jouer et nous jouons actuellement, enfin en réalité depuis 20 ans, depuis la création du PEFA, et que la France est partenaire du programme. À ce propos, je me permets de faire un tout petit point promotionnel sur un autre événement qui aura lieu en anglais et en français la semaine prochaine, le 28 septembre, que nous co-organisons avec le MAPS au sujet de la commande publique. Et cet événement aussi sera francophone en partie, puisqu'il y aura une traduction. Donc, participez nombreux, vous pourrez apprendre et poser des questions en français. Je tiens à remercier tous les intervenants qui sont là et qui arrivent. Je vois M. Tourade qui vient d'arriver, ils vous seront présentés plus tard. Et je me permets d'introduire M. Arnaud Buisset, administrateur représentant la France au conseil d'administration de la Banque mondiale et du FMI, qui va présider notre session. Monsieur Buisset, au nom du secrétaire du PEFA, Monsieur Srinivas Gorazada, et en notre nom à tous, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu nous faire l'honneur de présider notre session. Et comme on dit en anglais, the floor is yours. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour présider cette table ronde, enfin cette réunion sur les 20 ans du PEFA et sur la réforme de la gestion des finances publiques. Je remercie bien évidemment le secrétariat PEFA et la Banque mondiale pour l'organisation de cet événement, de même que l'ensemble des participants et des professionnels qui participent aux tables rondes et à vous tous qui nous suivez en visioconférence. Un tout petit mot pour ceux que je n'ai pas encore eu la chance de croiser. Donc moi, ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi que je suis administrateur pour la France au FMI à la Banque mondiale. Mais toute ma carrière, en fait, largement au Trésor, en cabinet du ministre du Budget, après un passage à FID au FMI il y a une quinzaine d'années. C'est un long chemin entre les finances publiques, la macroéconomie et le multilatéral. Donc vraiment, croyez bien que les sujets qu'on va débattre aujourd'hui ont toujours été d'un intérêt extrême pour moi. Et je suis donc vraiment très content de pouvoir partager avec vous ce début de matinée ici et cet après-midi pour d'autres. Les 20 ans de ce partenariat sont l'occasion d'en célébrer les réussites, bien sûr, mais aussi et sans doute de nous interroger sur son avenir et sur les défis qui le rendent aujourd'hui tout particulièrement utile et pertinent. Donc je voudrais juste partager quelques réflexions. Le PIFA, Public Expenditure and Financial Accountability, si vous êtes ici, je pense que vous savez ça par cœur, ou dépenses publiques et responsabilité financière, on l'a créé en 2001, de la volonté de 7 membres fondateurs, l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suisse et bien sûr la France. J'en profite pour redire ma joie de pouvoir faire une réunion en français. Je crois que c'est la première depuis que je suis arrivé. De permettre qu'une attention spécifique soit donnée à la bonne gestion des finances publiques. On a été rejoint en 2019 par le Luxembourg et la République de Slovaquie. Alors, cet engagement de tous ces pays vient de la conviction que les finances publiques saines sont l'une des clés de l'efficacité des politiques de développement. Alors, on me demande souvent, quand je débat à droite à gauche, si vraiment les finances publiques, est-ce que c'est pas trop contraignant? Est-ce que c'est bien adapté au développement? Est-ce que c'est bien prioritaire quand on voit tous les problèmes auxquels les pays ont affaire? Moi, ma réponse est toujours, bien sûr, l'ensemble des problèmes de développement auxquels les pays ont à faire face est infini. Mais s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est qu'on ne peut pas les régler si on n'a pas des finances publiques qui fonctionnent à peu près correctement. Si on ne sait pas gérer une chaîne de la dépense,
on n'arrivera pas à mettre en place les autres politiques nécessaires pour aider à améliorer les différents problèmes des pays. C'est vraiment pour moi une condition absolument sine qua non. Et donc, tous les efforts que fait le PFA pour aider les pays me semblent absolument indispensables. Donc, l'initiative s'est construite autour de trois objectifs qui sont restés constants ces 20 dernières années. La mise en commun d'informations pertinentes dans les évaluations standardisées, neutres et objectives, et c'est ça qui me semble le plus important, de donner un avis le plus neutre possible pour montrer les forces et les faiblesses des systèmes de gestion publique. La coordination renforcée des bailleurs, ce qui contribue également à l'efficacité du dispositif, en évitant les doublons et en s'appuyant sur les avantages comparatifs de chacun. Là aussi, je le redis très souvent dans mes interventions au conseil d'administration, c'est absolument clé parce que pour les pays les plus fragiles, on ne peut pas leur faire payer le coût de la coordination des institutions. C'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est inacceptable. Et donc là aussi, bien sûr, c'est un coût pour chacune des institutions qui participent à l'assistance technique ou à d'autres formes d'aide. C'est un coût de se coordonner. Mais pour moi, il est indispensable parce qu'on ne peut pas le reporter sur les pays qui ont déjà tous leurs problèmes, leurs propres problèmes à gérer. Et enfin, le troisième axe, l'élaboration et l'appropriation des programmes de réforme qui sont décidés et pilotés par les autorités nationales et locales elles-mêmes. Ça, je pense qu'on est autour de la table tous convaincus que s'il n'y a pas d'appropriation, rien ne marche si ça n'est pas approprié et décidé par les autorités locales. Alors en 20 ans, un peu de chiffres, puisqu'après tout, on est entre gens qui aiment ça. 678 rapports ont été produits dans 154 pays, donc 89 en français. Cette prise en compte de la langue, pour moi, est aussi absolument indispensable. Je pense qu'on en est tous convaincus pour pouvoir accompagner de manière efficace les pays francophones. On voit bien que pour discuter des sujets fatalement assez rapidement techniques de gestion des finances publiques, c'est quand même infiniment plus efficace de le faire dans la langue maternelle de chacun. Alors, évidemment, cette même flexibilité existe pour les pays hispanophones et lusophones, avec la même logique. C'est l'une des forces du PFA, comme on le voit dans ses objectifs, c'est d'être tourné vers les États et de ne pas être hors sol. Le PFA contribue au développement de leurs capacités tout en veillant à les aider à améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion des finances publiques et partant, je l'ai dit, des politiques publiques. La logique du PFA est aussi celle qu'on retrouve en France dans l'esprit de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, qui fête aussi ses 20 ans, par coïncidence. Et c'est une démarche de budgétisation orientée vers la performance, un accent mis sur la transparence des finances publiques et sur les mécanismes institutionnels de contrôle parlementaire. Alors, vous êtes tous ici des spécialistes de finances publiques, donc on ne va pas se mentir, vous savez qu'il y a eu des hauts et des bas dans la mise en place de la LOLF, mais j'avoue qu'à chaque fois qu'un nouveau sujet de finances publiques se présente et qu'on doit y réfléchir, alors là dans le contexte franco-français, je trouve la LOLF l'un des textes les plus équilibrés et les mieux pensés probablement de l'arsenal législatif français. Donc, évidemment, encore une fois, j'imagine bien partout toutes les lois qui se sont créées, toutes les organisations qui sont créées pour s'organiser vers la performance. Ça me semble évidemment la bonne orientation. Et on sait qu'il y a des obstacles, mais là aussi, le PFA peut nous aider à trouver les bonnes solutions. Donc, le PFA cherche à s'appuyer dans les pays dans la construction de systèmes de gestion des finances publiques ouverts et cohérents afin d'atteindre trois objectifs. Alors, bien sûr, une discipline budgétaire globale. Cela exige un contrôle effectif du budget total et une gestion des risques budgétaires. Là aussi, ce n'est pas aux gens autour de la table que je dirais que l'un des axes majeurs, c'est quand même bien de ne pas avoir de fuite dans ces budgets qui couvrent bien l'ensemble des recettes et des dépenses. Une allocation stratégique des ressources, avec une planification et une exécution du budget conformément aux priorités nationales, visant la réalisation des objectifs de... It's hard to hear you over the meeting. Can you send me a message? Somebody speaking. I think I see actually. Brian, your mic is not muted. Une allocation stratégique des ressources, ça implique une planification et une exécution du budget conformément aux priorités nationales, et une prestation de services évidemment efficiente. Cela n'est possible qu'en utilisant au mieux le budget pour obtenir les meilleurs niveaux possibles de services publics dans les limites des ressources disponibles. Là aussi, nous savons bien tous que la ressource n'est pas infinie
et que tout ce qu'on essaye de faire, c'est de fournir le meilleur rendu à nos concitoyens sous une contrainte budgétaire. Je dis souvent, moi, si je n'ai pas de contrainte budgétaire, évidemment, toutes nos questions sont plus simples, mais malheureusement, ça n'est pas la réalité du monde. Par ailleurs, et ce n'est pas un détail, le PFA a su évoluer et intégrer dans sa réflexion des sujets aussi majeurs que l'égalité des genres ou le climat. Alors, j'en profite comme on est entouré encore une fois, de spécialistes, pour une petite page de pub. Si vous n'avez pas encore regardé les 2 derniers budgets français sur la dimension verte, on a fait un gros travail. J'avais la chance d'être à la tête du département des finances publiques au Trésor juste avant d'arriver ici. Donc, on a beaucoup poussé pour avoir une analyse des différentes dépenses selon un certain degré. Là aussi, voilà, il y a une part de jugement de la contribution de chaque dépense aux objectifs environnementaux et climatiques. Alors, cette évolution démontre que le PFA a une contribution à apporter pour appuyer les pays en développement dans la réalisation des objectifs de développement durable et dans le respect des engagements pris au titre de l'accord de Paris à travers le cadre PFA Climat lancé il y a un an. Le PFA contribue à ce que ces sujets soient intégrés à la réflexion dès les premières étapes de la conception des politiques publiques et de la gestion des finances publiques, et nous savons bien sûr que cela est clé. De même, l'ajout d'indicateurs spécifiques sur le genre répond à la même logique. Si nous sommes tous là, c'est qu'on est convaincus que la qualité du travail du PFA ne fait pas débat. L'ampleur de la tâche accomplie et la flexibilité avec laquelle ce partenariat a su évoluer méritent évidemment d'être salués. Je profite pour saluer l'ensemble des membres du secrétariat. Les objectifs et l'action du PFA apparaissent encore plus pertinentes à la lumière de la crise que nous traversons. Derrière chaque élément de réponse à la crise, acheminer du matériel médical, des vaccins, atténuer les effets de la crise sur les plus fragiles grâce à la protection sociale, relancer l'économie via des investissements publics résilients et durables, on sait bien que se trouve un compartiment de la gestion des finances publiques. Ça peut être des marchés publics, la chaîne de la dépense, la mobilisation de ressources fiscales ou d'emprunts, la qualité de l'investissement public. La liste n'est pas exhaustive, mais on voit bien que la résilience du cadre des finances publiques se construit avant les crises. Quand les crises arrivent, c'est trop tard. On voit bien que pour pouvoir gérer ces situations absolument dramatiques, bien sûr, des pays avec des systèmes plus efficaces peuvent plus rapidement rediriger les ressources vers les endroits les plus nécessaires, peuvent augmenter leurs dépenses de façon efficace et à ce que pas seulement les enveloppes augmentent, mais que sur le terrain, ça se traduise par des dépenses effectives et des réponses et des solutions concrètes aux concitoyens dans le besoin. Donc on voit bien que là aussi, toute la mécanique derrière de la gestion des finances publiques en cas de crise est absolument indispensable. Le PFA est donc plus que jamais d'actualité et nous comptons sur lui pour contribuer à l'efficacité de la réponse à la crise et des politiques de relance dans les pays en développement. Les modalités de cette contribution du PFA à la réponse à la crise seront, je pense, l'un des sujets majeurs de nos discussions aujourd'hui et des prochains mois. Je tiens à remercier dès maintenant les panélistes pour leur participation. Ils représentent des pays et des bailleurs divers, échangeront et confronteront leurs points de vue sur l'impact du PFA sur la mise en œuvre des réformes de la gestion des finances publiques. Et je passe désormais la main à Léa Bonnemain, qui représente l'ambassade aujourd'hui. Je vous remercie encore tous et je vais écouter avec intérêt nos échanges. Grand merci. Merci beaucoup Arnaud. Merci pour présider cette table ronde. Je suis Léna Bonnemain, je travaille au ministère des Affaires étrangères de la France et je représente aussi la France au comité de pilotage de l'initiative PFA. Je suis ravie d'être parmi vous et je voudrais ouvrir cette table ronde en mentionnant 2 points en particulier. D'abord en présentant quelques enjeux de la gestion des finances publiques et de la transparence et de la redevabilité sous l'angle international, et ensuite en parlant un petit peu du positionnement de la France sur ces thématiques. Mon premier point, c'est bien sûr qu'en termes de gestion des finances publiques et de transparence et de redevabilité, on a une coopération internationale qui n'a cessé de croître depuis 20 ans notamment. Alors bien sûr, c'est le cas pour le PFA, on a une initiative qui a fait énormément depuis 20 ans, que ce soit en termes d'évaluation, comme Arnaud Bussé l'a mentionné, ou qui s'est aussi un petit peu élargie en termes de bailleurs présents avec la Slovaquie et le Luxembourg qui sont récemment venus au secrétariat. Mais de manière plus large, sur la scène internationale, il s'est bien sûr passé beaucoup de choses. Et bien sûr, l'un des axes les plus importants, je suis sûre que tout le monde a ça en tête, c'est l'agenda 2030,
pour le développement durable, qui souligne dans son objectif 16, parmi les 17, l'importance des institutions efficaces, responsables et ouvertes. Et donc, bien sûr, le PEFA s'inscrit tout à fait dans cet objectif. Cet objectif a aussi été décliné au niveau européen, au sein du nouveau consensus européen, qui lui souligne, qui reprend un peu la même terminologie, qui souligne des institutions responsables, efficaces, et l'importance de ces institutions pour le développement, qui encore une fois est tout à fait en ligne avec ce que le PEFA fait. Et bien sûr, ce cadre international a été décliné au niveau national par un certain nombre de stratégies et de documents différents. Je sais que les États-Unis ont récemment sorti un papier sur l'anticorruption et c'est le cas de la France aussi. Je vous en parlerai dans une minute. Mais tout ça pour dire qu'on a vraiment au niveau global cette thématique de fond qui a pris beaucoup d'importance au cours de ces 20 dernières années et dans lequel le PEFA a tout à fait un rôle à jouer. Donc forcément, bien sûr, la France a également pris à cœur cette thématique et les a développées. On a notamment en juin 2021 publié la stratégie anticorruption de la France dans son action de coopération. Alors c'est une stratégie qui s'appelle anticorruption, mais qui possède plusieurs objectifs qui sont pertinents pour le travail de la France en lien avec le PEFA. Et c'est notamment le cas d'un premier objectif qui est de promouvoir la transparence et la redevabilité, notamment au sein de la gestion des finances publiques. Et c'est très pertinent pour le PEFA parce que bien sûr, le PEFA possède une forte composante sur ces thématiques. Le PEFA permet notamment au sein des pays d'évaluer est-ce que les institutions supérieures de contrôle, équivalent Cour des comptes, sont indépendantes, est-ce que les contrôles internes ou externes fonctionnent et dans quelle mesure. Et c'est aussi important pour le PEFA parce que c'est un des axes que le comité de pilotage a récemment décidé de renforcer à l'avenir. Donc voilà, je suis sûre que le secrétariat PEFA fera un travail extraordinaire de développement sur ces thématiques. Je pense qu'on pourra vous en reparler un peu plus tard. Et le deuxième objectif de la stratégie française qui est pertinent pour le PEFA, c'est celui de renforcer la coopération avec les organisations internationales. Bien sûr, le PEFA est une organisation, une initiative internationale en tout cas. La France y participe depuis sa création, y participe financièrement et également d'un point de vue technique. L'AFD, mais Magali pourra vous en parler plus tard, fait beaucoup pour accompagner les pays qu'il souhaite dans les évaluations PEFA et finaliser ces évaluations. Et au sein plus largement de l'initiative, c'est vrai que lors des renouvellements de la méthodologie PEFA, que ce soit en 2011 ou en 2016, la France a été extrêmement impliquée, y compris pour valoriser l'expertise francophone et la spécificité des modèles francophones de gestion des finances publiques. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous mentionner pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je passe la parole à Eric, expert et chargé de mission à l'Union européenne, qui est aussi membre du comité de pilotage de l'initiative et qui pourra continuer avec la suite des débats. Merci beaucoup Léna et bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau séminaire organisé dans le cadre du 20e anniversaire du PEFA. Merci aussi au secrétariat de m'en avoir confié la modération au nom de l'Union européenne. Je crois qu'il est inutile de rappeler ici combien le PEFA est absolument essentiel pour l'Union européenne dans tous nos programmes de coopération à travers le monde. Et ce qui est plus intéressant et plus récent, aussi désormais à l'intérieur de l'Union européenne, puisque tout récemment, par exemple, la région de Bruxelles-Capitale a fait un PEFA qui s'est terminé maintenant il y a juste 3 semaines et qui a un nombre croissant de régions européennes ou de municipalités européennes qui utilisent aussi cette méthodologie et qui montrent par là que vraiment cette méthodologie est absolument universelle. Alors, je vois que le nombre de participants augmente à chaque instant. Donc, Guillaume, il y a déjà une vingtaine de personnes en plus depuis ton introduction. Nous allons donc discuter aujourd'hui des expériences de l'utilisation du PEFA essentiellement dans l'espace francophone et pour cela nous avons réuni des participants qui nous donneront vraiment des points de vue très variés. D'une part celui des pays qui ont évalué leur système de gestion des finances publiques en utilisant la méthodologie PEFA
et d'autre part, le point de vue des bailleurs de fonds, bilatéraux et multilatéraux, qui ont conduit ou financé ces évaluations PEFA, mais surtout qui en ont utilisé les résultats pour définir l'appui qu'ils peuvent offrir pour la réforme de la gestion des finances publiques dans les pays qui ont effectué ces évaluations, pour aussi renforcer la coordination, ça a été mentionné tout à l'heure, et améliorer le dialogue, et puis surtout aussi mesurer les progrès à travers le temps. Alors, pour cette première table ronde, on va faire deux tables rondes successives, et puis on aura une séance de questions-réponses à l'issue des deux tables rondes. Et pour la première, nous avons le plaisir de réunir 3 participants, chacun avec une expérience et une compétence absolument considérable, à la fois dans la gestion des finances publiques et l'utilisation du PEFA. Et tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Sédou Djimbe, qui est un haut fonctionnaire de l'administration du Mali, qui est actuellement chef de la division études de la cellule d'appui à la réforme de la gestion des finances publiques, et qui est aussi président du comité d'auto-évaluation du PEFA, et qui a surtout la charge et la responsabilité de suivre ce qui est décidé à la suite d'évaluation PEFA. Avec nous aussi aujourd'hui, Monsieur Cheikh Abdelkader, qui lui est haut fonctionnaire au ministère des Finances en Mauritanie, aujourd'hui directeur des dépenses, mais qui a auparavant occupé de nombreuses fonctions, notamment au service des pensions, à l'audit, à la prévision, aux réformes, et qui à ce titre a été impliqué dans les différentes évaluations PEFA qui ont été conduites en Mauritanie et a aussi été en charge du suivi de la mise en œuvre des stratégies de réforme de la gestion des finances publiques. Et enfin, nous aurons le point de vue d'un bailleur de fonds absolument essentiel qui est bien évidemment la France, Madame Magali Gretman, qui nous donnera donc le point de vue. Elle est aujourd'hui responsable de la division gouvernance au sein de l'AFD et membre à ce titre-là du comité de pilotage du PEFA. Alors voilà, je vais commencer par vous, Monsieur Djimbe, avec une question finalement assez évidente et assez simple. C'est d'essayer de nous dire quelles sont, lorsque vous décidez de faire une évaluation PEFA, quelles sont vos attentes? Quelles sont les attentes d'une administration publique quand elle entame une évaluation PEFA? Et peut-être aussi nous dire si cette attente a évolué à travers le temps, puisque votre pays a conduit quand même plusieurs évaluations successives. Merci. Voilà, je vous passe la parole. Merci, Monsieur Eric. Pour mieux préciser, le nom, c'est Monsieur Djimbe. Voilà, Djimbe. Voilà, donc je crois que c'est bien compris. Et en fait, nous remercions le secrétariat PEFA de nous avoir associés à cet événement qui fête les 20 années du PEFA et surtout de nous permettre de partager notre expérience du PEFA avec l'ensemble de cette auguste assemblée et qui aujourd'hui prend part à cet événement. Et nous profitons également de l'occasion pour saluer également toutes les personnes qui prennent part à cette table ronde. Donc, ceci dit, conformément à la question qui vient d'être posée, donc je m'en vais déjà dire que le Mali est un pays qui est un peu habitué des évaluations PEFA. Et à ce titre, nous avons réalisé 4 études PEFA depuis 2006 jusqu'à nos jours. Donc, en 2006, c'était pour nous de réaliser une baseline en matière d'évaluation PEFA. Et 2010, il y a eu la deuxième évaluation, 2016 et 2019. Parmi ces 4 évaluations PEFA, nous avons une évaluation qui répond à l'auto-évaluation, c'est-à-dire réalisée par des cadres spécifiquement de l'administration qui ont été formés à cet effet. Et actuellement, nous avons en cours un PEFA genre et il y a un PEFA également infranational qui est en passe de démarrer. Donc, ce qui fait que vraiment le Mali est un habitué de cette évaluation. Et l'objectif, comme en revenant à votre question, en commanditant une évaluation PEFA, l'attente, c'est d'abord de disposer d'un cadre de dialogue avec nos partenaires techniques et financiers, c'est-à-dire avoir des arguments assez robustes
pour discuter des questions qui puissent être à mesure d'améliorer notre système de gestion des finances publiques. Il y a également l'appréciation du niveau de conformité et de la gestion des finances publiques avec les bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'il faut, à chaque fois que nous commanditons une évaluation PEFA, ça nous permet de voir jusqu'à quel niveau nous sommes à même dans les bonnes pratiques en matière de gestion des finances publiques. Une des attentes également, c'est l'identification des activités structurantes pour soutenir les activités et des plans de réforme que nous mettons en œuvre. Donc, vous savez, nous, nos plans de réforme ont 3 critères fondamentaux qui président vraiment à la formulation des activités structurantes et à leur priorisation. Il y a les normes internationales, il y a l'effet de développement, il y a également la mise en œuvre des directives ou des engagements communautaires. Donc, sur la base de ces 3 critères, donc, le PEFA nous aide beaucoup à identifier des activités et qui puissent vraiment alimenter notre plan de réforme afin d'être vraiment à un bon niveau en matière de gestion des finances publiques. Il y a également l'identification des activités permanentes visant à consolider les meilleures pratiques. À chaque fois que nous mettons en œuvre les meilleures pratiques qui doivent être une culture dans notre façon de faire, dans notre façon de gérer les finances publiques. Donc, les évaluations PEFA nous aident à l'identification des activités qui puissent soutenir et vraiment notre maintien en termes d'utilisation, en termes de pratiques, en termes de bonnes pratiques en matière de gestion des finances publiques. Et à cela, on peut ajouter également le dispositif. Une de nos attentes également, c'est de disposer d'un dispositif qui puisse assurer notre résilience au cas où une crise survenait. Donc, et là également, les activités que nous identifions à la suite des évaluations PEFA nous permettent d'être résilients par rapport à la survenance de certaines crises et pour un peu maintenir au bon niveau nos recettes et faire en sorte que nos dépenses soient vraiment efficaces et efficientes. Donc, en dernier point, je parlerai de la promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques. Et en cela, les évaluations PEFA nous aident beaucoup, et surtout que nous avons un test spécifiquement adopté dans ce sens, c'est-à-dire la loi portant sur le code de transparence, et les évaluations PEFA nous aident à nous mettre sur un certain nombre de pratiques qui font que vraiment nous sommes à même de respecter les dispositions de cette loi-là. Donc voilà un peu les attentes auxquelles vraiment nous sommes soumis, je vais dire, quand nous commanditons une évaluation PEFA. Merci. Merci infiniment pour ces explications vraiment très, très claires. Je vais tout de suite poser la même question à M. Cheikh Abdelkader, qui va partager avec nous son expérience de la Mauritanie. Merci. La parole est à vous. Et on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. J'avais fermé le micro pour ne pas qu'il y ait d'écho. C'est mieux comme ça. Donc, je tiens à vous remercier, à remercier le secrétariat PEFA de nous avoir donné cette occasion à participer à ce 20e anniversaire de la création et de la mise en place de la procédure d'évaluation PEFA. Donc, joyeux anniversaire à tout le monde. Et c'est un plaisir pour moi de participer à cette importante activité. Et je vais tout de suite aller directement au sujet. En fait, vous avez posé une très bonne question, c'est par rapport à la notion d'évolution des attentes. Je pense que c'est extrêmement important parce que de mon expérience et de notre expérience en Mauritanie, nous avons fait à ce jour 3 PEFA en 2008, 2014 et en 2020. Et je constate que les attentes, même si elles conservent le même objectif stratégique, elles évoluent quelque part avec le niveau de compréhension et le niveau d'appropriation et de maîtrise de l'outil. Et à ce niveau,
je remercie encore une fois le secrétariat PEFA et nos partenaires au développement, l'Union européenne, à travers l'Expertise France et la Banque mondiale et tous nos partenaires, par rapport au renforcement des capacités dans ces domaines particuliers et la maîtrise de l'outil. Je pense que c'est un élément important qui permet de mieux en tirer profit et je tiens à le souligner à ce niveau. Donc, cette évolution, notre premier PEFA, en fait, on avait des attentes, j'allais dire, plus immédiates par rapport à une bonne appréciation coûte que coûte de nos finances publiques. Et ceci, heureusement, a évolué avec notre compréhension de l'outil. Et aujourd'hui, à travers cet outil, nous ciblons des objectifs plus pertinents. Un, c'est que cet outil nous permet d'avoir une image à un instant T du système de gestion de nos finances publiques et nous permet ainsi d'orienter, de mieux orienter nos réformes, de mieux cibler les activités, les actions et les actions de réforme qui nous amènent à in fine, améliorer notre système de finances publiques en termes de fiabilité du budget, en termes de transparence, en termes de mise en place des bonnes pratiques internationalement reconnues et de prioriser ces activités parce que, comme vous le savez, en général, quand on fait des évaluations, parfois, bon, que certainement qu'on ne pourra pas tout essayer y remédier dans une seule réforme ou dans 3 ou 4 ans. Cet outil nous permet aussi de faire un bon diagnostic et de réaliser un peu nos priorités par rapport à l'orientation de la stratégie du pays, par rapport à l'impact et aux retombées des activités des réformes, par rapport aussi à notre programme avec nos partenaires, par rapport à notre programme avec le Fonds monétaire international et aussi par rapport au ciblage des bonnes pratiques que nous sommes capables de mettre en place d'une façon réaliste. Nous avons tiré comme conclusion qu'il faut être parfois assez modeste, tout à fait, ou au moins être réaliste pour mettre en place des réformes que nous pouvons faire et qui peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs. Le troisième point, mon compte est bon, peut-être que je ne suis pas tellement, je n'ai pas bien fait le compte, c'est aussi, et ça a été dit, de parler le même langage avec nos partenaires et avec nos pays pairs aussi et nos pays voisins en termes de comparabilité, en termes de coopération, que nous parlons le même langage et être sûr que les indicateurs sur lesquels nous reposent sur les mêmes critères, sur la même logique et sur les mêmes approches. Je pense que ceci aussi est un outil important pour nous et nous attendons à ce qu'il soit, qu'il nous apporte un plus et nous permette de mieux discuter avec nos partenaires pour nous appuyer et nous soutenir et nous accompagner dans les réformes. Deuxième aspect, ou quatrième aspect, ça nous permet bien entendu de faire une évaluation des progrès que nous effectuons par rapport au PEFA répété. En 2014, nous avons fait un PEFA qui est tombé au milieu de notre stratégie et qui nous a permis de faire adapter et de réajuster certaines choses par rapport à cette évaluation qui est pour nous en quelque sorte une revue à mi-parcours par rapport au délai de mise en œuvre de réformes que nous avons préconisées. Comme je l'ai dit aussi, nos attentes ont évolué par rapport aussi à l'importance du lien avec les réformes. C'est un outil qui permet de faire des réformes, qui aide à faire des réformes, et ça nous en parlerons dans la deuxième partie de cette table ronde. C'est qu'il faudrait aussi, et là ce n'est pas tout à fait une attente, mais en tout cas, c'est un élément c'est une conclusion à laquelle nous avons abouti et nous voulons bien la partager avec tous les participants, c'est qu'il n'y ait pas de délai très important entre l'évaluation PEFA et la validation et la mise en œuvre des réformes. Nous avons fait cette faute ou cette imperfection, c'est que nous avons fait par exemple le premier PEFA en 2008 et nous avons validé et mis sur place et mis sur pied les réformes 3 ans plus tard.
Et ceci, bien entendu, peut créer qu'il y ait que nous n'ayons pas bâti les réformes sur une dernière évaluation. Donc cet aspect, je pense que c'est important, j'ai voulu attirer l'attention là-dessus. Et par rapport à cette année, nous en parlerons dans la prochaine phase. Nous avons essayé de corriger cette imperfection. Voilà, ce sont là nos attentes. Je dois dire que mon collègue avant moi a dit l'essentiel, donc je suis en train de lui marcher sur la langue, sur certains aspects. Et je vous remercie et je passe la parole à Madame Magali Kritman. Merci infiniment pour ces précisions, même si on a parfois un petit problème de qualité de son qu'on va essayer de régler avant la deuxième session. Et donc je passe tout de suite la parole à Madame Kretman pour nous donner le point de vue de l'AFD sur ces évaluations PFA avec la même question. Quelles sont vos attentes? Merci beaucoup déjà pour votre accueil. Merci aux différents panélistes pour leurs éclairages et puis merci évidemment à tous les participants d'être là. Et puis, joyeux anniversaire PFA. 20 ans, c'est un bel âge. Alors nous, en tant que bailleurs de fonds, effectivement, on a des attentes qui sont finalement assez analogues à celles qui ont pu être présentées par nos collègues du Mali et de Mauritanie. En fait, en tant que bailleur, la première utilisation qu'on fait du PFA, la première attente que l'on a vis-à-vis du PFA, c'est cette espèce de référence un petit peu mondiale, irréfutable aujourd'hui, un outil absolument universel que l'on utilise pour véritablement avoir une photo à un instant T du fonctionnement des finances publiques dans un pays auprès d'une collectivité. Cet outil-là, cet instant T, cette photo très claire de la façon dont fonctionnent les rouages des finances publiques, on l'utilise avant tout, nous, en tant que pourvoyeurs de financement budgétaire. C'est une grosse activité que l'on a à l'AFD. Et grâce à ces diagnostics, on arrive à construire des opérations qui prennent en compte les forces et les faiblesses des dispositifs des finances publiques. On arrive à construire un dialogue avec nos partenaires nationaux ou territoriaux sur la façon dont fonctionnent les finances publiques. Et donc, on arrive à construire des opérations en aide budgétaire qui sont plus performantes, qui sont plus précises et qui nous permettent d'éviter, bien sûr, d'éventuels risques vis-à-vis voilà, des tuyaux, de la tuyauterie des finances publiques des pays dans lesquels on intervient. La deuxième grosse attente que l'on a et qui est complémentaire de la première, c'est bien sûr comprendre quels sont les différents, à quels différents stades du processus de finances publiques on a des faiblesses et sur lesquels on peut travailler. Donc véritablement en tant que bailleur et surtout financeur de projets d'appui projet en faveur du renforcement des finances publiques, on utilise le PFA véritablement comme une boussole sur où est-ce qu'il faut appuyer plus qu'à un autre endroit. C'est évidemment excessivement différent d'un pays à l'autre, mais le PFA permet d'avoir une vision très précise d'un pays à l'autre et surtout, comme cela a été déjà dit, le PFA permet d'avoir une gradation dans le temps, une évolution d'un PFA à l'autre sur ce qui fonctionne mieux par rapport au dernier PFA. Et donc, quand on monte des projets d'appui aux finances publiques, le PFA nous permet véritablement, avec nos partenaires, de savoir là où il faut insister, là où il faut appuyer, là où il faut apporter de l'expertise, là où il faut apporter des appuis, là où il faut apporter des systèmes d'information. Donc pour nous, c'est véritablement le meilleur outil qu'il soit pour ouvrir le capot et mettre les mains dans le cambouis pour accompagner un renforcement de la gestion des finances publiques des pays avec lesquels on travaille. Voilà, donc je fais ça, je vous dis ça très rapidement parce que l'essentiel a été dit avant moi. Peut-être en tant que bailleur de fonds, je me permets d'ouvrir un petit peu la fenêtre pour évoquer deux évolutions récentes du PFA qui nous tiennent particulièrement à cœur à l'AFD. Là aussi, ça a été évoqué notamment par Monsieur Dimblé, c'est ces pilotes sur les PFA genre et climat. Nous, on investit beaucoup sur ces questions, y compris sous un angle finance publique. On finance des opérations sur les budgets verts, sur les finances publiques vertes, notamment au Mexique et au Costa Rica, en Indonésie pareillement, et puis des opérations en faveur de la budgétisation sensible au genre. Et ces outils, pour nous, sont absolument indispensables. Ils montrent aussi à quel point les finances publiques sont un outil puissant
pour porter des thématiques transversales et là encore universelles que sont le genre et le climat. Ça permet aussi de sectorialiser les finances publiques et de montrer que via un outil comme un budget, on peut lutter contre les inégalités de genre, par exemple, on peut accompagner une transition. Et pour nous, ça, c'est véritablement une orientation extrêmement forte, voilà, qu'on encourage beaucoup. On lance là un PFA climat au Costa Rica. On va essayer de travailler sur un PFA genre au Maroc. On espère pouvoir faire la même chose demain en Indonésie, peut-être en Jordanie. Mais voilà, en tout cas, c'est des évolutions qui nous paraissent très favorables et qu'on va essayer vraiment de développer via nos opérations de terrain. Je vous remercie. Merci infiniment. Ben, je suis ravi de constater que, en tout cas du point de vue des attentes, lorsqu'on lance une évaluation PFA, il y a une vraie convergence de points de vue. Et je dois dire que du point de vue de l'Union européenne, qui finançons aussi un nombre important d'évaluations PFA, nos attentes sont vraiment similaires à celles qui ont été décrites il y a un instant. Et vous parliez du module genre, qui est aussi un objectif global de l'Union européenne, puisque nous avons un plan d'action genre applicable à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, dans lequel on a fixé des objectifs pour introduire dans 1/5 de toutes les actions d'appui à la gestion des finances publiques une dimension genre de budgétisation sensible au genre. Donc voilà, aussi un élément qui est très important pour l'Union européenne et laquelle on va accorder une attention très importante à l'avenir dans la plupart des pays dans lesquels nous portons assistance. Tout de suite, je vais passer alors à notre deuxième thématique qui concerne plus les résultats et l'impact direct que le PFA a pu avoir sur la réforme et les progrès en matière de gestion des finances publiques. Et outre nos 3 premiers panélistes, nous avons le plaisir d'en accueillir 2 autres. Et je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à Madame Alissa Rosanova, qui accumule plus de 20 ans d'expérience en matière de gouvernance et de gestion financière, et qui est aujourd'hui directrice adjointe du département de gouvernance économique et financière au sein d'Expertise France. Et ensuite, je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur Ousmane Collier, qui, quant à lui, est à la Banque mondiale, en charge des programmes de gouvernance et du secteur public pour les pays du Sahel, et qui a conduit dans sa carrière au sein de la Banque mondiale un certain nombre d'évaluations PFA assez importantes, comme en RDC, au Burkina, au Maroc ou en Tunisie, pour ne citer que les pays francophones. Et donc la question qu'on voudrait vous poser à tous maintenant, successivement, et on va commencer par vous, Monsieur Cheikh Abdelkader, quels sont les progrès qui ont été réalisés en matière de gestion des finances publiques depuis que vous avez fait la première évaluation PFA, et comment est-ce que vous avez mesuré ces progrès, et est-ce que les progrès répondent un petit peu aux ambitions que vous aviez formulées lorsque, au moment où vous avez fait un premier PFA, vous avez défini, j'imagine, un programme de réforme certainement très, très ambitieux. Voilà, à vous la parole. Merci. Bonjour, je vous remercie. Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, nous avons fait notre premier PFA en 2008. Et à l'époque, je dois le reconnaître, nous connaissions assez peu l'outil, et même si dans le cadre de ces évaluations, il est fait à chaque fois des formations sur l'outil par rapport à l'équipe qui fait l'évaluation. Mais à l'époque, nous étions dans un contexte où la volonté politique, qui est extrêmement importante par rapport aux réformes, n'était pas clairement annoncée, n'était pas clairement définie. Et le PFA a été fait en quelque sorte parce que, je sais pas, parce que je peux dire, c'était à la mode, je sais pas. En tout cas, je dis ceci parce que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas logique de faire une évaluation PFA et faire un plan de réforme 3 ans après. Donc, ceci dénote de la non-maîtrise des attentes que l'on fait par rapport à ce produit.
Donc, nous avons fait une stratégie de réforme en 2012, validée en 2012, donc c'est 4 ans après l'évaluation PFA, la première. Et vous imaginez qu'entre-temps, l'image et la photo dont nous parlions tout à l'heure par rapport à l'image des finances publiques, elle n'est certainement plus instantanée et ne reflète pas forcément la situation des finances publiques mise à jour et ne reflète plus la situation des finances publiques. Certaines choses pourraient s'être dégradées entre-temps, d'autres choses auraient pu progresser. Et là, cette stratégie, nous l'avons faite sur la base, à l'époque, calée pratiquement sur les dimensions PFA. Les différents axes étaient calés sur les dimensions. Et nous étions allés faire aussi une autre... Nous étions allés jusqu'à même se fixer comme objectif certaines autres PFA, ce qui est tout à fait, après on l'a compris, n'est pas tout à fait parmi les choses recommandées et ne sont pas parmi les choses vraiment visées par le PFA. Je dis ça par rapport aux participants qui pourraient profiter de notre expérience. Donc là, nous avons fait, donc, comme je l'ai dit tantôt, une deuxième évaluation en 2014. C'était donc au milieu des 5 années de la stratégie et ça nous a permis d'ajuster 80 activités à 600. C'était grâce à l'évaluation qui a été faite entre-temps en mi-parcours. Notre dernière évaluation a été faite en 2020 et nous a permis de mesurer les progrès qui ont été réalisés sur la période. Et nous constatons que les principaux progrès enregistrés sont essentiellement au niveau de la crédibilité du budget, c'est-à-dire la fiabilité aujourd'hui du budget selon la dernière méthodologie, et que globalement, sur les 3 dernières années évaluées sur les PFA, les prévisions et les dépenses étaient à un niveau jugé assez convenable par rapport à la prévision budgétaire. Ceci est grâce à certaines réformes que nous avons mises en place par rapport à la qualité de la prévision. Sur la transparence aussi, nous avons fait des progrès en termes de risque fiduciaire aussi et en termes de répartition infra-étatique au niveau communal et au niveau territorial. Aussi, la prévisibilité a été améliorée. Mais globalement, notre résultat, pour nous, il est encore mitigé parce que par rapport au ciblage que nous avons fait dans la première réforme, dans le premier schéma de réforme qui était trop ambitieux et surtout qui couvrait tout le domaine des finances publiques couverts par le PFA, ce n'est pas une mauvaise chose, mais nous n'avions pas les capacités humaines et les ressources humaines pour mener toutes ces réformes en même temps et selon le même rythme. Et ce sont ces conclusions. Avec ces conclusions et le dernier PFA que nous avons fait une nouvelle stratégie de réforme qui est plus ciblée, plus orientée vers les réformes de la procédure de la dépense, de la procédure de la budgétisation et de l'audit et du contrôle des dépenses au niveau du système du corps des métiers du ministère des Finances. Comme il a été dit, ne pas maîtriser la chaîne des dépenses, ne pas maîtriser les outils de prévision, ne pas maîtriser la gestion des risques peut mettre en cause la réussite de toutes les réformes. C'est dans ce sens que notre nouveau schéma directeur qui a été validé par le comité de pilotage des réformes qui est institué. J'espère que vous m'entendez mieux que la dernière fois. Il comporte 8 axes de réformes, basés le premier sur la rénovation du cadre budgétaire et comptable. Et là, c'est essentiellement par rapport aux incidences de la nouvelle loi organique relative aux lois des finances qui a été votée en 2018 et qui aura des incidences importantes. Et le nouveau schéma directeur est essentiellement orienté vers la mise en place et la mise en œuvre de cette loi organique et sur la réponse aux faiblesses qui ont été soulevées par le dernier schéma, la dernière évaluation PFA, avec une autre évaluation PIMA par rapport à l'incidence des investissements. Ce sont là
les grandes rubriques sur lesquelles repose la nouvelle stratégie. Et le PFA est en tête parce que nous avons monté qui prépare le schéma directeur, dont la composition, certains membres font partie de l'équipe qui a supervisé, qui a participé à la dernière évaluation PFA pour mieux comprendre ce qui est. Les notes sont importantes, mais ce ne sont pas les véritables critères pour nous de la mise en place de cette nouvelle réforme, mais c'est surtout les commentaires et le ciblage des dysfonctionnements qui sont à l'origine de la note, qui ont fait l'objet d'une synthèse qui a été partagée avec les membres du comité à vos souhaits, pour les membres du comité de rédaction, et qui a permis d'élaborer ce nouveau plan, donc qui comporte, j'ai dit tout tantôt, 8 axes: la rénovation du cadre budgétaire et comptable de l'État, le renforcement et l'optimisation de la mobilisation des ressources fiscales, le renforcement de la gestion par rapport aux opérateurs financiers de l'État pour la gestion du risque fiduciaire lié à ces opérations, la modernisation de l'administration des finances par rapport à l'introduction de nouveaux outils qui permettent une gestion automatisée des procédures et des échanges, le renforcement et l'harmonisation du contrôle et l'audit. Ce sont des fonctions qui sont balbutiantes au niveau des finances publiques mauritaniennes et qui ont été mis en relief par le PFA. Le renforcement de l'audit et la mise en place des outils de l'audit et du contrôle interne ont été des éléments importants qui ont été mis en place par le nouveau schéma directeur, qui tourne autour de l'harmonisation de la fonction de l'audit interne, la structuration de la démarche de contrôle interne au niveau du ministère des Finances, et bien entendu, par rapport au contrôle externe, au Parlement et la Cour des comptes, le ministère des Finances, dans le cadre de ces réformes, et dans l'application de la loi organique relative aux lois des finances, qui prévoit une documentation étoffée des lois des finances, et notamment des lois de règlement, et une certification des comptes nécessite, dans le cadre des réformes mises en place, que le ministère des Finances aussi s'adapte et les directions du ministère des Finances s'adaptent chacune en ce qui la concerne pour produire des états financiers conformes à la loi des finances et qui permettent aux législateurs et à la Cour des comptes de faire une meilleure appréciation de la qualité du système de gestion des finances publiques et assurer le contrôle de la gestion des finances publiques suivant les bonnes pratiques et les meilleures pratiques internationalement reconnues. Le sixième axe concerne le système intégré de la gestion informatique des finances publiques. C'est un outil extrêmement important pour la transparence et pour permettre d'éditer et de mettre à disposition à un instant T et dans les meilleurs délais les outils qui permettent de mesurer et d'auditer et de contrôler les finances publiques, et être un outil aussi qui permet de produire et de mettre en ligne des informations utiles par rapport à la transparence et par rapport au public, des informations qui doivent être mises en place et à mettre en ligne et mettre et éditer et publier par rapport au renforcement de la transparence des finances publiques. Merci. On va rester là. Merci infiniment de cette vision très complète et très détaillée des progrès qui ont été accomplis par le ministère des Finances et l'administration de Mauritanie. Je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Djimdé, mais je voudrais aussi vous encourager à poser des questions dans le chat. Là, il y a une bonne centaine de participants qui sont là, et donc comme ça, on aura une discussion intéressante à l'issue des différentes présentations. Monsieur Djimdé, je vous repasse la parole avec la même question, les progrès qui ont été accomplis au Mali depuis la première évaluation PFA. Ok, merci Monsieur Eric. En fait, et là, je voudrais dire que mon institution, qui est la cellule d'appui à la réforme des finances publiques, a été créée en ayant comme objectif, c'est-à-dire que au Mali de permettre au Mali de disposer d'un cadre cohérent
cohérent de la réforme de la gestion des finances publiques. Et en cela, on voudrait dire que normalement, aucune réforme en matière de la gestion des finances publiques ne doit se passer à marge du contrôle de la CAFIP. Donc, c'est cet objectif qui a conduit à la création de cette institution-là. Et depuis sa création, donc, la nécessité est apparue déjà en 2006, puisqu'elle a été créée en 2006, de disposer d'une baseline en matière d'évaluation PEFA pour pouvoir mettre en œuvre les différents plans de réforme. Et en cela, la CARFIP, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, et aussi avec l'aval du gouvernement malien, a pu élaborer et réaliser trois grands programmes de réforme des finances publiques, tout en sachant que chaque programme a une durée de 5 ans. Donc, ceci dit, en termes de progrès, donc, je vais m'appesantir d'abord sur les questions de progrès et voir ensuite et vous faire part ensuite de la façon dont nous procédons au suivi et à l'évaluation de ces progrès en matière de gestion des finances publiques. Et là, comme progrès, on peut noter l'amélioration progressive de la mobilisation des recettes suivant la mise en œuvre des activités structurantes que nous identifions lors de nos différents plans de réforme de la gestion des finances publiques. Donc, comme autre progrès, il y a l'amélioration de la prévisibilité à court et à moyen terme des recettes, également de la mobilisation des recettes, parce que là, nous avons compris qu'il fallait disposer des cellules de planification au niveau des régies des recettes pour nous permettre de disposer vraiment d'une bonne prévisibilité en matière de planification des recettes. Donc, il y a également en matière de dépenses le passage du budget de moyens au budget programme. C'est comme un peu le budget programme chez nous, c'est comme un peu le frère jumeau de la LOLF au niveau de la France, donc dont nous empruntons un peu les bonnes pratiques pour faire en sorte qu'elles soient démises au niveau de notre gestion des finances publiques. Et pour ce qui concerne ce passage également, l'argument le plus fort qui a présidé à cela, c'est surtout les engagements communautaires que nous avons dans le cadre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui, de par une directive adoptée en 2006, nous a amené chacun des pays de l'UEMOA à adapter sa loi de finances à la LOLF, pareillement à la LOLF au niveau de la France. Donc, ce qui fait que le Mali a passé du budget de moyens au budget programme et pour l'élaboration des outils pouvant soutenir ce budget programme, donc nous nous sommes beaucoup appuyés sur les différentes insuffisances du PEFA et également le PEFA nous a beaucoup aidé également à être attentifs par rapport à l'existence d'un certain nombre d'outils et notamment le plan d'engagement dont nous avons un projet actuellement pour que ça puisse réguler au niveau la trésorerie, faire en sorte que les dépenses aient une prise en charge en termes de contrepartie au niveau de la trésorerie. Et il y a également la lettre de politique ministérielle qui nous permet de procéder à un certain alignement, de la stratégie puisque nous disposons de nos politiques publiques, alignement de nos politiques publiques, puisque nous disposons d'une stratégie nationale. Donc, cette stratégie nationale doit être déclinée dans les départements qui vont procéder à la mise en œuvre à travers les différents programmes de la stratégie. Donc, nous avons découvert à la suite de nos différentes évaluations PEFA qu'il y a un outil qui nous manquait, c'est l'outil qui permettrait de décliner la stratégie nationale en stratégie sectorielle ou en stratégie départementale. Il y a également la création des sites web et la publication d'informations budgétaires et comptables. Donc là également, ça a beaucoup contribué. C'est disons, un progrès significatif comment on appelle, à partir de nos évaluations PEFA et que nous avons pu mener. Et cela aujourd'hui nous aide à être conformes à la mise en œuvre des dispositions de la loi portant code de transparence que nous avons qui a été adopté au Mali en 2013. Il y a également le renforcement en termes de progrès, le renforcement du système de contrôle en matière de GFP. Et en cela, il faut comprendre le contrôle interne, c'est-à-dire le contrôle interne à l'administration
comme les structures comme les inspections des finances, le contrôle général des services publics et le contrôle externe animé surtout par le Parlement. La section des comptes, comprenez qu'au Mali, nous ne disposons pas d'abord d'une Cour des comptes, mais nous avons une section des comptes de la Cour suprême qui joue le rôle de la Cour des comptes, et également le contrôle citoyen, qui sont les différents éléments qui animent le système et que le PEFA nous permet de corriger au fur et à mesure que nous faisons, que nous commanditons les différentes évaluations. Il y a également le renforcement du système, disons, l'amélioration de la gestion des finances publiques au niveau des collectivités et des collectivités territoriales. Donc là également, c'est une spécificité qui, à travers le PEFA, nous amène à aller progressivement vers la mise en œuvre des bonnes pratiques. Et également, à ce niveau, on peut parler d'une directive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine que nous avons transposée dans notre réglementation, qui fait qu'avec les différentes évaluations, nous arrivons un peu à nous arrimer aux bonnes pratiques internationalement admises. Et il y a également, en termes de progrès, l'amélioration du système d'information avec un grand projet de mise en œuvre du système d'information intégré et des finances publiques. Et en cela, nous sommes beaucoup accompagnés par l'AFD et qui nous accompagne. Aujourd'hui, nous sommes au stade d'élaboration des TDR pour nous permettre de disposer à moyen terme d'un système intégré de la gestion des finances publiques pour pouvoir soutenir l'ensemble de ces réformes en termes de mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de gestion des finances publiques. Et très rapidement, en matière de suivi, qu'est-ce que nous faisons? En matière de suivi, déjà, la CAFIP qui contrôle l'ensemble de la réforme de la gestion des finances publiques travaille à produire un rapport semestriel de suivi. Et cela nous permet d'évaluer un peu, disons, de voir un peu comment est-ce que les différentes activités relatives à la réforme des finances publiques sont mises en œuvre, et également élabore un rapport annuel en fin d'année et qui est sanctionné par une note d'appréciation des partenaires techniques et financiers. Ce rapport d'évaluation de la CAFIP nous permet d'apprécier un peu l'état de mise en œuvre des différentes activités structurantes en matière de gestion des finances publiques. Et pour mesurer ces progrès, nous avons établi dans notre plan de réforme la réalisation d'un PEFA tous les 3 ans et la réalisation d'une auto-évaluation PEFA tous les 2 ans, qui vont nous permettre de mieux apprécier les différents progrès. Donc voilà un peu. Et avant de terminer, juste j'aimerais dire que l'ensemble de nos programmes de réforme dont nous sommes aujourd'hui à la mise en œuvre de la 3e génération qui est finissante, donc fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours et d'une évaluation finale et complétée d'une évaluation PEFA qui nous permet d'identifier l'ensemble des activités et pouvant nous permettre de consolider les résultats obtenus lors de la mise en œuvre pendant les 5 années du plan de réforme. Et pour tout cela, la CAFIP veille au pilotage et surtout à la cohérence de la réforme en matière de gestion des finances publiques au Mali. Merci. Merci infiniment pour cette présentation vraiment très complète et même technique. Je vais tout de suite passer la parole à Madame Rosanova. Expertise France a accompagné beaucoup de ces pays dans leurs réformes. C'est intéressant d'avoir votre point de vue sur les progrès qui ont été accomplis et dans quelle mesure le PEFA y a contribué. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc, pour cette invitation et félicitations pour tout le travail qui a été accompli par le secrétariat en 20 ans. Je voudrais peut-être commencer par rappeler très brièvement qui nous sommes et quelles sont nos missions. Donc, nous sommes une agence de coopération technique internationale, nous sommes un opérateur interministériel de l'État français qui assure les missions d'ingénierie et de mise en œuvre des projets de renforcement des capacités. Nos interventions visent à accompagner les pays partenaires dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques de qualité, en faisant notamment la promotion des meilleures pratiques internationales. S'agissant des évaluations PEFA, Expertise France est concernée à double titre. D'une part, nous utilisons les rapports PEFA pour élaborer les programmes, les projets d'assistance technique, et puis pour rendre compte de leurs résultats dans le cadre des dispositifs de suivi et évaluation que nous mettons en place. D'autre part, à la demande des autorités nationales, comme cela a été le cas de la Mauritanie, ou des collectivités locales,
comme par exemple la municipalité de Ouagadougou. Expertise France réalise des évaluations PEFA sur financement des bailleurs comme l'Union européenne ou bien sûr l'AFD, en mobilisant les équipes d'experts et en participant à l'ensemble des étapes du cycle PEFA. Par exemple, en amont de l'évaluation, Expertise France peut former les fonctionnaires qui seront ensuite impliqués dans le PEFA afin d'assurer la bonne compréhension et l'appropriation de l'exercice. La mise en place de la LOLF en France, comme vous avez déjà mentionné, a inspiré plusieurs pays dans le monde. Et Expertise France a été donc amenée à accompagner plusieurs partenaires dans la mise en œuvre de cette réforme qui vise l'amélioration de la transparence et de l'efficacité dans la gestion des finances publiques. À titre d'exemple, je citerai 3 pays, la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie, qui est représentée ici par M. Toural. Pour cela, Expertise France mobilise des experts praticiens qui ont accompagné et qui ont conduit des réformes similaires dans leur pays, en favorisant ainsi les échanges entre pairs. Les experts partagent leurs expériences, les recettes qui fonctionnent, les écueils à éviter. Et ils appuient les partenaires dans l'élaboration des stratégies de réforme, aident à l'élaboration de nouveaux référentiels, accompagnent les expérimentations et contribuent à la capitalisation sur les premières années de mise en œuvre. Aujourd'hui, les 3 pays cités ont adopté leur nouveau cadre budgétaire et ont commencé à les appliquer progressivement. Les nouveaux documents budgétaires sont désormais enrichis de présentations sur la performance des dépenses avec des objectifs ou indicateurs précis ou encore des cadres de dépenses à moyen terme, améliorant ainsi la transparence budgétaire. Un deuxième exemple de réforme que je voudrais citer concerne l'exécution du budget. En parallèle avec les réformes budgétaires, nombreux pays ont décidé de mettre en place des réformes comptables visant le passage vers la comptabilité patrimoniale en droit constaté, assorti de dispositifs de maîtrise des risques comme le contrôle interne. Expertise France a par exemple accompagné dans ce domaine les directions de la comptabilité publique en Tunisie, au Cameroun ou encore une fois en Mauritanie, en lien avec nos collègues de la Direction générale des finances publiques française. Un troisième domaine où Expertise France appuie la mise en place des réformes concerne le renforcement des institutions de contrôle. Le modèle juridictionnel porté par la France est une référence pour les institutions supérieures de contrôle dans les pays francophones et au-delà. Ces institutions, comme vous le savez bien évidemment, sont indispensables pour assurer une redevabilité dans la gestion des fonds publics. En partenariat donc avec la Cour de comptes française, Expertise France intervient dans plusieurs pays comme la Guinée, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal pour renforcer les capacités des ESC, les rendre plus efficaces et modernes. Outre la mobilisation de l'expertise, l'agence contribue à la mise en œuvre des réformes des finances publiques à travers la formation, qui pour nous est un axe essentiel dans la diffusion de la nouvelle culture de la gestion et contribue à la durabilité des appuis apportés. Expertise France contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de formation, qu'on construit des modules, forme des formateurs ou encore développe des formations digitalisées afin d'atteindre le public le plus large. Par exemple, dans le cadre d'un jumelage européen avec le Maroc que nous avons conduit, plus de 1400 gestionnaires et une quarantaine de formateurs ont été formés au nouveau cadre budgétaire. Enfin, Expertise France apporte un soutien aux institutions et aux écoles des finances, des impôts et des douanes afin de renforcer leurs capacités et pérenniser l'offre de formation qui va accompagner les réformes dans les pays partenaires. À titre d'exemple, je citerai le projet PARFIT que nous mettons en œuvre sur financement français et qui vise à appuyer l'offre régionale de formation des cadres des impôts et des douanes des 14 États de l'UEMOA et de la CEMA. Voici donc très brièvement un aperçu de nos activités conduites en appui aux réformes de la gestion des finances publiques. Merci. Merci infiniment pour
toutes ces précisions. Et je vais rapidement passer la parole à M. Ousmane Collier de la Banque mondiale, qui, comme on le sait tous, est évidemment omniprésente dans les programmes de réforme de la gestion des finances publiques, qui va répondre à cette même question de savoir mais quels sont les progrès que vous avez observés ces dernières années et dans quelle mesure le PEFA y a contribué. À vous la parole. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Non. Non, malheureusement, on ne vous entend pas. Est-ce que les services techniques de la Banque mondiale peuvent nous aider? Et là, vous m'entendez? Ça va, vous m'entendez maintenant? Voilà, parfait, très bien, merci, allez-y. C'est bon? Ok, parfait. Parfait. Donc, je voudrais remercier tous les panélistes et remercier le secrétariat qui a accepté de nous inviter à cet événement, même si je suis de la Banque mondiale, mais surtout remercier les 110 participants qui ont bien voulu sacrifier 2 heures de leur temps pour pouvoir participer à cet échange. Et pour répondre donc à votre question, et venant en toute dernière intervention, je vais dans certains cas reformuler ou reparaphraser ce qui a été dit par mes prédécesseurs. Et je voudrais donc répondre à cette question à travers 2 prismes. Le premier prisme, c'est le PEFA en tant qu'instrument de mesure de risque fiduciaire. Je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont pratiqué différents instruments de mesure de risque fiduciaire au niveau pays, par le passé, nous avons eu l'instrument qui s'appelait tout simplement l'analyse de risque fiduciaire. Il y a eu le CFA, il y a eu bien d'autres éléments. Mais l'instrument aujourd'hui, au bout de 20 ans, qui a tout éprouvé et qui a fait unanimité auprès de l'ensemble des acteurs de la gestion fiduciaire au niveau du pays, c'est bien le PEFA. Et donc, de façon illustrative, quand on se met d'un point de vue du partenaire technique et financier, le PEFA ou l'existence d'un PEFA à jour est une des clés essentielles pour pouvoir se donner un niveau de confort par rapport à la crédibilité, la transparence du budget et l'existence de mécanismes de reddition et de redevabilité. Donc, d'un point de vue du partenaire technique et financier qui s'apprête à faire un appui budgétaire, l'existence du PEFA, c'est vraiment, encore une fois, je résume par l'histoire de la clé. D'un point de vue des pays, d'un point de vue des pays également, il y a cette même dimension de clé qui peut être mise en avant parce qu'avec le PEFA en main, avec un PEFA à jour en main, le pays peut aller mener un plaidoyer beaucoup plus facile vers l'accroissement de la part d'appui budgétaire comparé à la part d'appui projet. Donc, pour schématiser très simplement, on sait tous qu'en tant que ministre des Finances, si on doit arbitrer entre recevoir de l'aide ou entre recevoir de l'appui d'un partenaire sous forme d'appui budgétaire ou sous forme d'appui projet, l'arbitrage est très vite fait pour aller vers de l'appui budgétaire. Et à cet effet, il faut venir armé et il faut venir idéalement avec un PEFA sous la main qui permettrait de pouvoir ouvrir les clés de la discussion sur le volet appui budgétaire. Donc pour moi, je voudrais vraiment résumer cet instrument dans un premier temps à un niveau stratégique comme étant l'instrument privilégié d'appréciation du risque fiduciaire avec cette image de clé qui permet à la fois aux partenaires techniques et financiers, mais également au pays d'inverser le sens de la discussion sur la répartition des enveloppes. Deuxième prisme d'analyse, et cette fois-ci j'articulais mon propos autour d'un certain nombre d'exemples concrets tirés de mon expérience, d'une part en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre et en Afrique du Nord. Et cette expérience, elle est partagée par certaines personnes qui sont membres, qui participent, et j'ai reconnu plusieurs personnes avec lesquelles on partage ces mêmes constats. Donc, prenons l'exemple du Cameroun. Le Cameroun, où on a eu à faire un PEFA national, mais ce qu'on a fait, et donc qui rejoint un peu le propos de notre collègue de la Mauritanie, c'est qu'au moment où on faisait le PEFA national du Cameroun, on a élaboré non pas des TDA pour faire un PEFA simplement, mais une note stratégique qui comprenait 2 phases. Phase 1, on avait l'action du PEFA. La phase de la note stratégique comprenait la rédaction du plan de réforme. Et ceci, en le faisant, on a pu sceller en une fois le dialogue politique sur la conduite des 2 phases.
on a pu mobiliser les financements pour les deux phases de façon uniforme et on a pu éviter plus ou moins ce que la Mauritanie a vécu, c'est-à-dire l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est qu'on rentre dans un processus, on y sort au bout de 4 ans avec des données qui sont périmées, avec un plan de réforme décoléré ou déconnecté du diagnostic. Donc ça, c'est vraiment un exemple de ce qui a été fait au Cameroun, de sorte à pouvoir avoir une approche stratégique. Au Maroc, et je reviens à un exemple de PEFA local, donc le PEFA de Casablanca, qui avait été fait par des partenaires techniques et financiers. Et il s'est trouvé que la Banque mondiale devait financer un gros programme pour la ville, la municipalité, la ville de Casablanca, de l'ordre de 200 millions de dollars, mais un programme qui, de façon stricto sensu, n'avait rien à voir avec la gestion des finances publiques. C'était un programme qui était destiné à pouvoir améliorer la capacité de tramway de Casablanca et aussi à renforcer le réseau routier de Casablanca. Donc, quand on commence à faire ce programme, on se rend compte qu'on dispose déjà d'un PEFA, et on s'est dit pourquoi ne pas bâtir aussi sur ce PEFA pour inclure dans un programme qui n'est pas à la base un programme de finances publiques, inclure des dimensions qui vont permettre d'adresser un certain nombre de risques identifiés par le PEFA de Casablanca. Donc, par exemple, il y avait des risques, des faiblesses en lien avec les retards dans l'adoption du budget de la commune, les insuffisances dans le reporting financier. Et donc, on a pu, à l'intérieur d'une enveloppe de 200 millions de dollars, sécuriser de la ressource qui a permis d'accompagner la municipalité, la ville de Casa, de sorte à pouvoir adresser ces problèmes fiduciaires. Donc, voici un impact concret du PEFA, parce que pour moi, le PEFA ou les finances publiques, c'est aussi au service d'une meilleure prestation des services, il ne faut pas qu'on oublie. Et donc, en le faisant, on a pu d'une part avoir des progrès au niveau sectoriel, le tramway de Casa fonctionne de façon fluide, les routes ont été dégagées pour améliorer la fluidité routière, mais également, on a pu engranger des résultats concrets sur la gouvernance de la ville de Casa. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important et c'est un exemple qui mérite d'être présenté. Et encore une fois, pour résumer ici, l'idée c'est de dire le PEFA, ce n'est pas que pour les réformes des finances publiques, stricto sensu, mais ça peut aussi être intégré dans des réformes sectorielles de sorte à pousser l'agenda des finances publiques pour une meilleure prestation de services. Dernier exemple, et je vais m'en arrêter là, c'est sur le Burkina Faso. Donc, on revient maintenant en Afrique de l'Ouest, après avoir traversé le Maghreb et l'Afrique centrale. Donc, au Burkina Faso, on a essayé, et ça a été plus ou moins redit par certains de nos collègues prédécesseurs, on a essayé de pouvoir utiliser les résultats du PEFA pour monter un programme de gouvernance économique et faire attention à ne pas prendre stricto sensu les évolutions de score pour en faire des indicateurs de résultats dans le programme. À titre, tout simplement pour schématiser, ce qu'on a essayé d'éviter de faire, c'est de dire, par exemple, si on travaillait sur les cours de compte et qu'on avait un indicateur sur l'indicateur 30, au lieu de vouloir voir l'indicateur 30 passer de D à B, on a essayé d'identifier la dimension qui était la plus précise que possible sur laquelle le programme travaillait de sorte à mesurer son progrès. Et à travers cette meilleure mesure de l'indicateur et de l'utilisation du PEFA, on peut avoir des impacts un peu plus grands. Et j'ai vu des questions dans le chat en relation avec les capacités ou les impacts des résultats des PEFA. Je pense qu'il faut prendre du recul et puis aussi se rappeler que le secrétariat, et c'est à l'honneur du secrétariat, avant j'ai eu la chance d'avoir été père évaluateur, le secrétariat, au-delà du PEFA en tant qu'outil, a développé ce qu'on appelle le volume 4. Le volume 4 était un volume, donc c'est un guide développé pour pouvoir transformer le diagnostic en un plan de réforme. Et ce volume 4, moi, je voudrais inviter l'ensemble des participants à le télécharger et à l'utiliser parce qu'il aide énormément. Il comprend 7 phases. La phase d'identification des faiblesses pour dire, OK, on a le diagnostic, qu'est-ce qu'on veut vraiment adresser? Qu'est-ce qui est adressable au regard de l'économie politique du pays? Qu'est-ce qu'on va mesurer par la suite et comment le mesurer? Parce que si on ne le fait pas, effectivement, on peut ressortir avec des situations très frustrantes d'avoir élaboré un plan pour lequel il n'y a aucun impact, mais tout simplement parce que le point de départ, on ne s'est pas posé les bonnes questions. Et donc, je voudrais vraiment utiliser cette tribune comme un plaidoyer aux différents pays, de sorte à s'approprier ce volume qui permettrait d'adresser un certain nombre de questions. Donc, pour résumer mon propos, et je voudrais le résumer en 3 éléments, 3 images. Pour moi, rapidement, c'est vraiment une clé pour l'accès au financement sous forme d'appui budgétaire.
Le PFA, c'est un levier pour l'approfondissement du dialogue politique et du dialogue dans les secteurs, c'est le cas de Casablanca. Et le PFA, à travers son volume 4, c'est une source importante pour pouvoir élaborer des vrais programmes de gouvernance en se posant des bonnes questions. Merci beaucoup et vraiment, je voudrais vous remercier encore pour cette opportunité de pouvoir échanger sur ces exemples. Merci à vous et merci aussi pour ces exemples vraiment très concrets et ces illustrations qui sont vraiment très, très signifiantes. On a très peu de temps, il nous reste très peu de temps pour passer les questions. On a reçu beaucoup de questions, on n'aura malheureusement pas le temps de les passer en revue toutes. Le secrétariat PEFA nous promet de les recueillir toutes et de donner une réponse à tous les participants. Je vais commencer par une première question qui nous est posée, qui concerne la transposition des dispositions des directives communautaires de gestion des finances publiques dans le cadre des réformes. Dans quelle mesure le PEFA peut-il contribuer à ça? Qui a une idée et comment répondre à cette question de transposition de directives communautaires? Bon, Monsieur Eric, je vais m'essayer par rapport à cette question. En fait, comme nous sommes dans les deux cas, non seulement nous commanditons des évaluations des études PEFA et également nous sommes dans le processus de transposition des directives communautaires. Donc, ce que je pourrais dire en la matière, c'est qu'il y a des dispositions des directives communautaires qui sont déjà commandées par les différents résultats, les différents indicateurs PEFA à travers les trois grands résultats, à savoir la discipline budgétaire, la stratégie et la budgétisation fondée sur les politiques publiques et également l'efficience de la prestation des services. Donc, à travers ces trois résultats, nous avons beaucoup, nous, par exemple, au Mali, nous avons compris qu'on a eu des scores PEFA qui ont été améliorés quand on est passé du budget de moyens au budget programme à travers la transposition des directives communautaires. Donc, il y a beaucoup d'outils qui nous rendent assez conformes en matière de gestion qui s'arriment aux bonnes pratiques internationalement admises en matière de gestion des finances publiques. Donc, ce qui fait que la transposition déjà favorise le respect de plusieurs indicateurs PEFA. Voilà la relation qu'on peut un peu sortir entre les deux, disons entre les deux composantes, à savoir le PEFA et les directives communautaires. Merci. Quelqu'un veut-il ajouter un point sur cet aspect ou bien non? Je vois que M. Cheikh Abdelkader opine et donc partage cette... Oui, merci. Ce que je peux dire, c'est que pour la Mauritanie, nous n'adhérons pas à une comment dirais-je, à une région où il y a des directives communautaires. On ne fait pas partie des communautés régionales. Donc cet aspect ne s'applique pas à nous, mais très rapidement, le PEFA, comme mon collègue l'a dit, converge beaucoup avec ces directives par rapport à l'UMOA et par rapport aux bonnes pratiques. Par conséquent, le lien entre les deux me semble être assez facile. Très bien. Merci. Une question supplémentaire, une question suivante, concerne plutôt la fragmentation institutionnelle de la gouvernance économique et financière et des difficultés que cette fragmentation entraîne dans la mise en œuvre et le suivi des réformes. Donc la question qui est posée est de savoir est-ce que le Mali et la Mauritanie ont connu ce problème de fragmentation institutionnelle entre le rôle de la primature, du ministère des Finances, des ministères sectoriels, et comment est-ce qu'ils ont surmonté cette problématique institutionnelle? Ok, merci M. Eric. Bon, de notre part au Mali, on n'a pas connu une fragmentation institutionnelle du genre, parce que de tout temps, la réforme des finances publiques a été commandée par le ministère de l'économie et des finances, et la stratégie de réforme est arrimée au plan de développement, au programme de développement institutionnel, c'est-à-dire que la réforme du développement institutionnel qui relève de nos départements de réforme et qui, par ricochet, s'arrime à la stratégie nationale qui est le CRED.
Donc, au regard de ce schéma, donc, nous n'avons jamais été victimes d'un conflit du genre en matière de gestion des finances publiques. Merci. Est-ce que ça a été un problème en Mauritanie? Oui, dans une certaine mesure. Nous avons en Mauritanie, sont passés par plusieurs phases de manière historique. C'est que le ministère des Finances est séparé du ministère de l'Économie. Il y a une période récente où il y a eu une fusion des deux, mais c'est en réalité un mariage avec séparation des biens. Donc, ça n'a pas tellement marché. Et par conséquent, aujourd'hui, on est revenu à la séparation entre les deux parce qu'il y a des problèmes par rapport aux réformes. C'est surtout par rapport au niveau de la prévision économique et budgétaire qu'il y a des difficultés. Mais nous avons remédié ça comment? En créant un comité de pilotage qui englobe à la fois le ministère de l'économie et le ministère des Finances. Et c'est ce qui a permis de lever certains verrous et à améliorer la coordination des réformes. Il est vrai que la coordination des réformes constitue l'un des enjeux et l'un des défis les plus importants de manière générale de notre expérience par le passé et aujourd'hui de mettre en œuvre, de mettre en place des outils qui permettent de coordonner les instances qui participent aux réformes qui impactent de près ou de loin une autre. Oui. Je vous remercie. Merci. Alors, oui, il y a une question fort intéressante aussi sur la participation des institutions supérieures de contrôle et des cours des comptes dans les processus PFA. Question qui est fort intéressante et je peux, de ce point de vue-là, partager une réponse qui est la difficulté qu'on a rencontrée avec la Cour des comptes belge dans l'évaluation PFA de la région de Bruxelles-Capitale. La Cour des comptes ayant pratiquement refusé d'y participer pour bien marquer de façon très définitive son indépendance. Et à mon avis, il aurait fallu les associer beaucoup plus en amont à l'évaluation et de leur indiquer dès la décision de l'évaluation quel aurait été le rôle à jouer dans cette évaluation. Mais je ne sais pas quelle est l'expérience avec les cours des comptes ou les institutions supérieures de contrôle en Mauritanie ou au Mali. Bonjour. Par rapport à la Mauritanie, nous n'avons pas eu de difficultés majeures dans ce sens. C'est parce que justement, comme vous venez de le dire, nous avons déjà en amont impliqué la Cour des comptes dans les formations déjà sur les objectifs et la méthodologie PFA et on les a associés au processus en amont. Et la mise en place des commissions chargées de la préparation ont été associées en amont et mieux ils comprennent l'objectif et les enjeux de ce processus, mieux ils l'acceptent. Donc, on n'a pas eu de problème majeur par rapport à cet aspect en Mauritanie. Voilà, comme mon collègue de la Mauritanie l'a dit, au Mali également, nous n'avons pas eu assez de problèmes dans ce sens. Et pour la simple raison que la section des comptes de la Cour suprême est partie intégrante des structures mettant en œuvre la réforme de la gestion des finances publiques. Donc, c'est une structure opérationnelle du plan de réforme que nous mettons en œuvre depuis près de 15 ans. Et là, nous, à notre niveau, nous exerçons également depuis la mise en place de l'équipe d'auto-évaluation à faire en sorte que l'ensemble des structures opérationnelles des plans de réforme s'approprient des indicateurs PFA et déjà comprennent pourquoi nous commanditons ces évaluations et qu'est-ce que nous voulons au bout de compte. Ce qui fait que nous avons vraiment une entière participation de la section de compte à nos différentes évaluations en PFA et également dans la mise en œuvre du programme de réforme que nous élaborons. Merci. Et peut-être un complément de mon côté, si c'est possible. Oui, bien sûr. Je peux? Oui, bien sûr, allez-y, je vous en prie. Parfait. Juste un complément pour partager aussi l'expérience tunisienne où du fait qu'on avait en amont impliqué fortement la Cour des comptes dans un processus d'élaboration d'un PFA, y compris de PFA local, on se retrouve dans la situation où c'est les magistrats de la Cour des comptes qui voulaient eux-mêmes être formés, de sorte à pouvoir reprendre le relais pour pouvoir réaliser ces différents PFA au niveau local. Donc, ça a été fait au niveau des 6 municipalités de Tunisie et ça a eu un écho positif. Par contre, l'autre démarche aussi qui mérite d'être expliquée, qui est plus ou moins liée au Burkina, c'est que
du fait d'avoir bien expliqué à la Cour des comptes ici l'intérêt qu'elle peut tirer du PFA, on a pu, grâce aux résultats, introduire un certain nombre de réformes, pousser pour des réformes qui devraient permettre aujourd'hui à la Cour des comptes d'être beaucoup plus indépendante en termes de révision de sa loi organique, de sorte à la rendre encore plus remboursée. Donc, tout dépend de comment la discussion est initiée tout à fait au début. À vous. Merci. Alors, je ne sais pas si on a encore le temps d'une question supplémentaire, parce qu'on a déjà dépassé le temps qui était imparti pour le webinaire. Dites-moi, Hélène, Guillaume, est-ce qu'on a encore le temps de... Oui, parce qu'il y a une question qui est évidemment assez difficile, qui concerne les différents niveaux d'ambition. Que faire lorsqu'il y a des écarts importants entre la volonté affichée par les autorités pour mener des réformes et ce que sont les pratiques réelles et souvent justifiées des différentes institutions qui sont chargées de les mettre en œuvre. Et donc, voilà. Et parfois, il y a aussi à ça lié les ambitions de certains bailleurs de fonds sur certaines réformes et l'insistance qu'ils ont pour certains aspects de réforme qui ne sont pas toujours les priorités des pays. Qui veut se lancer dans ce vaste débat? Pardon. Allez-y. Moi, je pense que c'est une question extrêmement importante. Il ne faut pas se voiler la face. Parfois, il est posé plus ou moins de manière aiguë. Mais c'est la bonne volonté, je pense, de part et d'autre. Et c'est surtout le dialogue. Et justement, les PFA y participent, qui peuvent, par la conviction et c'est un partenariat que nous avons ensemble, qui ne peuvent nous amener à se mettre sur la même longueur d'onde par rapport, je dis, par rapport aux priorités. Certainement par rapport aux réformes, tout le monde est d'accord. Et ce qui peut se poser parfois, c'est par rapport aux priorités. Est-ce qu'on fait ça avant ça, plutôt ça avant, si on ne veut pas tout faire en même temps? Et là, c'est un débat de conviction, de partenariat, où le PFA participe, je pense, est un outil important. Et en termes de discussion et avec nos partenaires, ça a posé parfois des difficultés, mais qui ont toujours été surmontées grâce à la collaboration et à la discussion et à la conviction. Ça n'a jamais été un blocage. Même si, parfois, entre nous, on dit que les bailleurs... C'est un exercice très érudant, mais avec beaucoup de batailles sur des A, des B, des C, et l'énergie, l'enthousiasme pour pouvoir élaborer le plan n'est toujours pas là. Et j'en reviens encore à ce plaidoyer sur le module 4, parce que la question que vous posez, qui a été posée par les collègues, est assez bien traitée dans le module 4, qui permet de dire quel est le niveau d'ambition qu'on veut, qui permet de dire voici l'économie politique de la réforme dans ce pays, avec certainement un schisme entre le ministère de l'économie et le ministère de la planification. Quelqu'un a le pouvoir, mais l'autre a le budget. Où est-ce qu'on met le curseur? Où est-ce qu'on positionne la réforme pour qu'elle puisse avancer? Je pense que le module 4 aide beaucoup à répondre à cela. Et il y a un élément aussi, c'est de dire comment mesurer le résultat. Parce que le tout n'est pas de sortir avec beaucoup d'enthousiasme avec un joli plan de réforme, mais comment mesurer le résultat au regard des contraintes du pays. Et j'invite encore une fois je fais ce plaidoyer pour que peut-être qu'on ait une session sur le module 4, parce que je pense qu'il reste un peu méconnu. Il a été développé, mais je fais le plaidoyer auprès des secrétariats pour que ce module 4 puisse être approprié par le pays et on trouvera réponse à beaucoup de problèmes et beaucoup de questions qui ont été posées. À vous. Voilà, merci infiniment. Je voulais aussi évoquer ce volume 4 qui offre en effet la possibilité de définir un plan de réforme crédible sur base d'un bon diagnostic. Ça me permet une transition très facile de rendre la parole au secrétariat et à Hélène Magnier pour une petite synthèse et ensuite au président de séance pour clôturer la session. Merci. Merci Eric, merci aux intervenants pour vos éclairages précieux et merci aux participants de près de 37 pays pour vos questions pertinentes. Je retiens de nos débats 2 points majeurs. Premièrement, la robustesse du cadre PFA, qui permet une approche homogène de la gestion des finances publiques. Et deuxièmement, la diversité, au contraire, des utilisations qui en sont faites et des démarches de réforme qui sont mises en œuvre.
Le premier point ressort des faits marquants évoqués par l'ensemble de nos intervenants, qu'ils représentent les États ayant diligenté un PFA, mais aussi les institutions internationales et les administrations. La force du PFA est de s'inscrire dans le temps, comme le souligne cet anniversaire des 20 ans. Les organisations internationales élaborent, et vous l'avez dit, de nombreuses méthodologies qui sont vite abandonnées faute d'utilisation. Ce n'est pas le cas du PFA, puisque chaque année, environ 50 nouvelles évaluations sont lancées et 10 000 professionnels sont formés. Pourquoi? Car l'efficacité de l'évaluation PFA se mesure à 3 niveaux, à court, à moyen et long terme. À court terme, le cadre PFA présente les points forts et les faiblesses à un instant donné, comme l'a bien montré notre collègue Seydou Djimdé du Mali. À moyen terme, il donne un aperçu de l'évolution de la gestion des finances publiques dans le temps, puisque les PFA sont réalisés tous les 3 à 5 ans, ainsi que l'a souligné notre collègue Cheikh Abdelkader de Mauritanie. Et à long terme, c'est un outil de planification des réformes. Il est neutre, car fondé sur des données objectives et non sur un jugement de valeur. C'est ce que vous avez parfaitement montré tous les deux. C'est un facteur important de la longévité de cet instrument. Il s'est déployé par exemple au niveau local, au niveau, comme on l'a dit, du gender aussi, et également au niveau du PFA climat. Et c'est aussi un facteur de succès, puisqu'il est mis en œuvre dans plus de 150 pays, comme nous l'a rappelé Arnaud Buisset, administrateur général représentant la France au FMI et à la Banque mondiale. Mais alors que l'instrument est unique, son utilisation est extrêmement diversifiée. Les organisations internationales, avec notre collègue de la banque, Ousmane Colli, ainsi que les bailleurs comme l'AFD, représenté par Magali Kretman, nous ont parlé de risques fiduciaires ou bien du rôle du PFA pour l'attribution de prêts. De son côté, Léa Bonnemain, ministère des Affaires étrangères français, a insisté sur l'intégration du PFA dans un cadre large de coopération internationale. Il s'agit de lutter contre la corruption et de promouvoir la transparence. S'agissant des pays bénéficiaires du PFA, ils se l'approprient comme ils le souhaitent. Le rapport peut être publié ou pas. Chaque pays a sa propre culture, la langue, avec aujourd'hui l'exemple des pays francophones. Il y a près de 300 millions de francophones dans le monde. Le français est la 5e langue la plus parlée. Il y a la langue, mais également l'histoire politique, économique, sociale et culturelle de chaque pays. Cela explique pourquoi il n'y a pas 2 réformes identiques, ni au même rythme, ni avec les mêmes outils. C'est ce que nous ont montré Alisa Rodanova d'Expertise France et Eric Deschenmaker au titre de l'UE. Pour conclure, il me semble qu'il faut donc à la fois avancer collectivement et en même temps accepter la diversité des systèmes de gestion de finances publiques. Et ce n'est sans doute pas vrai que pour les finances publiques. Merci encore à tous de votre attention et je transmets la parole au président Arnaud Buisset. Merci beaucoup Hélène, je ne vais vraiment pas du tout être long, simplement remercier l'ensemble des participants, des panélistes et des excellents, toutes les personnes qui étaient avec nous pour les excellentes questions qui ont été posées. Moi je trouve que tous les exemples très concrets qui ont été donnés vraiment illustrent bien que ce côté qu'on peut penser, vu de l'extérieur, un peu parfois aride de la gestion des finances publiques, nous on sait bien que en fait c'est vraiment directement en prise avec la réalité des pays et les réalités politiques. Je finirai sur ce mot qui a été dit par beaucoup, sur la gouvernance, qui est indispensable à améliorer dans tous les pays, et à commencer par la gouvernance des finances publiques, parce que c'est bien là que passe l'argent et les impôts de nos concitoyens. Et donc, c'est évidemment là que la plus grande attention doit être apportée. Et je crois qu'on a bien vu tout ce que le PFA peut apporter pour aider chaque pays à progresser. Voilà, il me reste juste à vous remercier encore très chaleureusement tous, et en espérant de pouvoir vous retrouver sur une prochaine occasion sur ces questions absolument clés. Un grand merci à tous. Très bonne journée ou fin de journée à chacun. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous, merci beaucoup. Au revoir à tous. Bye bye. Merci beaucoup. Merci.